l'intelligence artificielle pour réenchanter et renforcer les systèmes de soins de santé. C'est la proposition qui guide la conférence que nous allons maintenant écouter. Cela s'accompagne de réformes importantes. Il s'agit de repenser la formation médicale et le rôle aussi des médecins assistés par l'IA, ainsi que d'envisager l'évolution des soins. Madame la Présidente, c'est l'un des derniers académiciens étrangers à avoir rejoint la compagnie, qui va nous dire comment répondre à ces défis et les caprices des compagnies aériennes faisant, eh bien, il a dû rester en Suisse et nous le verrons donc par écran interposé. Je vous laisse le présenter. Merci. C'est un plaisir de vous présenter le professeur Antoine Gues-Buller, qui a vraiment dédié toute sa carrière à l'intelligence artificielle, comme vous allez le voir. Il est actuellement doyen de la faculté de médecine de l'Université de Genève. Il est médecin-chef du service de cybersécurité et de télémédecine des hôpitaux universitaires de Genève. Mais au départ, il était interniste. Il a suivi une spécialisation en informatique médicale à la Vanderbilt University. On retiendra dans son parcours dédié exclusivement au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, un poste en 2010 de directeur du centre de collaboration de l'OMS pour la cybersanté. Depuis 2018, il est titulaire de la chaire UNESCO de la formation médicale numérique. Depuis 2020, il développe la Genève Digital Health, HUB, une plateforme pour l'aide à l'implantation et l'élaboration des politiques de santé numérique. Et aussi, comme dernier point que je voudrais soulever par rapport à sa carrière exceptionnelle, il dirige actuellement le RAFT, un important réseau de télémédecine qui relie des centaines d'hôpitaux dans une vingtaine de pays d'Afrique et d'Asie. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir virtuellement au sein de votre compagnie. Madame la Merci pour cette très aimable introduction, Monsieur le secrétaire perpétuel, chers et chers membres de cette compagnie que j'ai eu l'honneur de rejoindre grâce en particulier aux efforts du professeur Cole, que je salue évidemment. Je vais me faire un plaisir de rebondir finalement sur ce qui a été dit, puisque beaucoup de choses ont déjà été dites par mes préopinants, par le professeur Cole et par le professeur Briganti. Et je vais m'intéresser plus spécifiquement vers cette question de la médecine telle que nous la pratiquons aujourd'hui et telle que nous pourrions la pratiquer en utilisant au mieux l'intelligence artificielle. Si vous voyez ma présentation, vous devriez voir la deuxième slide qui rappelle ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle est un domaine complexe, foisonnant, qui évolue maintenant depuis bientôt 60 ans. Et duquel on regarde évidemment ce qui est le plus visible. On a entendu parler d'intelligence artificielle générative, mais il faut se rappeler qu'il y a toutes sortes d'autres domaines qui ont précédé, qui continuent d'ailleurs d'évoluer. Alors, je veux juste rappeler quelques dates clés. Alors, 1943, c'est un petit peu le début, les fondations, cette idée que en utilisant notre compréhension du cerveau, on arriverait à répliquer des comportements intelligents. Et puis, dans les 40 années qui vont suivre, un certain nombre de développements conceptuels et technologiques qui vont ouvrir toutes sortes de promesses et des promesses dont il faut avouer qu'elles n'ont pas été forcément toutes tenues et ça a déjà été relevé par les présentations et dans l'audience aussi. Pour moi qui commence à m'intéresser à ces questions en 1900, dans les années, la fin des années 80, j'arrive dans ce qu'on appelle le premier hiver de l'intelligence artificielle et notamment en médecine où tous les efforts qui ont été déployés depuis les années 60 pour essayer de créer des outils qui pourraient véritablement aider les professionnels, notamment à l'époque dans le domaine diagnostique, euh, atteignent une sorte de plateau de performance qui est en fait assez décevant. On a peu de systèmes qui seront plus performants qu'un jeune médecin encore en formation.
Et donc, ces systèmes experts, non d'experts que le nom finalement, ou alors ils sont experts, mais dans des domaines tellement euh, ciblés que finalement leur utilité est très limitée. Et il faudra attendre, déjà donc en 85, une sorte de changement de paradigme. Mon patron aux États-Unis appelle ça la fin de l'oracle grec en médecine, c'est-à-dire cette idée qu'on arriverait à construire un système vers lequel on pourrait déposer ces questions, présenter les informations à disposition et demander à l'oracle quels sont quel est le diagnostic, quels seraient les traitements envisagés, etc. Et ce modèle, je dirais, peu conversationnel, mais simplement de déposer l'information vers une intelligence artificielle est quelque chose qui est en fait enterré à ce moment-là et s'ouvre une période assez passionnante de réflexion de comment créer cette complémentarité, ce dialogue entre le cerveau humain, qui a certes un certain nombre de limites que l'on connaît bien en termes de capacité à traiter l'information, à mémoriser de l'information, à gérer les probabilités, et comment utiliser au mieux des systèmes d'intelligence artificielle qui, eux, ont leurs propres limitations, même si celles qu'on présentait à l'époque, notamment autour de l'empathie ou de la simulation de l'empathie, semblent être remises à mal par certaines études qui ont été citées tout à l'heure. Et donc, pendant les 15 ans qui suivent, vont se développer avec différentes techniques des outils d'aide à la décision que je vais rappeler aussi quant à leurs effets néfastes et leurs limitations. Et puis rappeler que c'est effectivement à partir de 2012 qu'il y a une sorte de convergence en termes de puissance informatique, de modèles conceptuels qui datent de décennies précédentes, mais qui deviennent implémentables à grande échelle. Et on parle notamment de l'apprentissage profond, mais surtout aussi la disponibilité sous forme numérique de données en quantité suffisante pour entraîner ces modèles qui, comme vous le savez, sont extrêmement gourmands en données, bien plus que ce qui est nécessaire pour entraîner l'intelligence humaine. Il faut des milliers d'images pour permettre à une intelligence artificielle de différencier un chat d'un chien, alors que chez un enfant, quelques expositions à ces animaux suffisent pour que la discrimination puisse se faire. Donc voilà, dès 2012, on voit l'apparition, je dirais, dominante, et c'est d'ailleurs sur cette slide, on voit tous ces petits points rouges qui montrent les grands systèmes qui émergent à partir de cette date, notamment autour de l'apprentissage profond du deep learning. Mais revenons en 2000 et à cette image qui caractérise un petit peu l'état de l'art à cette époque, c'est-à-dire le fait que les ordinateurs devenant plus faciles à transporter, plus mobiles, s'intègrent dans des équipes médicales ou médico-soignantes. Ici, une équipe qui est en train de faire la visite typiquement dans le couloir de l'hôpital avant d'entrer dans la chambre du malade, et l'ordinateur qui va participer à la discussion avec un certain nombre de capacités d'influencer les décisions qui pourraient être prises. Et vous avez ici une alerte assez typique. Je la montre parce qu'elle mobilise un certain nombre d'informations, notamment ici la créatinine sérique qui est mesurée chez ce patient. L'algorithme détecte que cette valeur a changé de manière significative, qu'il est donc utile d'utiliser une formule pour essayer d'inférer quelle serait le taux de filtration glomérulaire, et donc détectant que ce patient reçoit un antibiotique dont l'élimination rénale peut être diminuée par cette diminution de la fonction rénale, et parce que cet antibiotique, on le connaît suffisamment bien pour avoir un modèle pharmacocinétique, va permettre de recommander un ajustement de dose pour éviter d'entrer dans des taux sériques toxiques, et va aussi proposer de recontrôler l'autosérique ici dans 3 jours, puisque c'est après 3 administrations qu'on le fait typiquement. Donc quelque chose qui mobilise en l'occurrence un algorithme relativement simple, des règles qui sont explicites, hein. On est ici dans des outils assez déterministes, et donc des systèmes qui sont capables d'expliquer leur raisonnement, ce qui est évidemment rassurant. Euh,
et qui vont donc s'intégrer dans la discussion qui va prévaloir pour savoir comment est-ce qu'on doit faire ajuster le traitement de ce patient. Euh, Ce qui est important de noter, c'est qu'effectivement, ces outils sont assez faciles à accepter parce qu'ils font référence de manière assez explicite à des données du patient et à des modes de raisonnement que l'on apprend en tant qu'humain. Euh, Néanmoins, je pense qu'il est important de noter que ces outils, déployés assez largement à partir des années 90 et depuis, ont en fait un impact assez faible sur la sécurisation des soins ou sur l'impact sur les décisions, ne serait-ce que parce qu'on considère qu'environ seulement 10% de ces alertes qui vont apparaître sur l'écran de l'ordinateur ont véritablement une valeur prédictive positive telle que perçue par les usagers. C'est-à-dire que dans 9 fois sur 10, l'alerte sera en fait soit ignorée, soit considérée comme étant inopportune ou inappropriée. Et ce taux de valeur prédictive positive de ces alertes, en fait, a énormément de peine à atteindre des seuils qui font que c'est perçu plus comme une nuisance que comme quelque chose de véritablement utile. Et donc, ça nous ramène à des discussions qui ont déjà eu lieu ce matin sur la question de l'implémentation, des sciences de l'implémentation et de comment s'assurer que finalement ces outils sont véritablement non seulement perçus comme utiles, mais ont un impact positif, si possible mesurable. Et comme ceux qui s'intéressent à la question le savent, il y a en fait assez peu d'études qui démontrent un impact particulièrement spectaculaire de ces outils d'aide à la décision. Le problème, c'est que ces outils sont grevés d'un certain nombre de problèmes et je me sens partiellement responsable puisque j'ai passé 30 ans à essayer de mettre devant les ordinateurs les médecins ou les autres personnes qui doivent pouvoir prendre des décisions cliniques, y compris les infirmières et infirmiers et d'autres professionnels. L'idée était assez simple à la base, hein. Si l'on veut pouvoir faire changer d'avis quelqu'un, il faut que cette personne maîtrise le domaine et soit d'accord d'accepter la recommandation qui va être formulée par un système expert et donc de la mettre en œuvre. Et donc, la seule solution de le faire de manière efficace, même si on a essayé toutes sortes d'autres mécanismes, notamment en utilisant du personnel administratif ou du personnel soignant moins qualifié, c'est très compliqué de faire changer une décision ou d'influencer une décision si on n'a pas face à soi la personne qui est en charge de cette décision et qui va prendre la responsabilité. Alors, un des corollaires, c'est que, ayant réussi à mettre tous ces médecins devant les ordinateurs, en fait, il y a eu probablement un peu un cercle vicieux qui s'est enclenché avec l'idée que finalement, il y a toutes sortes d'autres choses qu'on pouvait le faire faire à ces médecins maintenant qu'ils étaient devant l'ordinateur, et notamment toutes sortes de tâches qui ne sont pas forcément des tâches perçues comme étant à grande valeur ajoutée. Vous avez ici une étude qui a été faite non pas aux hôpitaux universitaires de Genève, mais à notre hôpital universitaire voisin, qui est celui de Lausanne, le centre hospitalier universitaire vaudois, le CHUV, dans lequel des résidents ont été observés pendant un total de quelques centaines d'heures. Et donc, ce qui a été mesuré sur une journée habituelle qui aurait dû être de 10 heures, mais qui est dans la norme plutôt de 11 à 12 heures, que ces résidents passaient environ 1,7 heure avec les patients et 3 fois plus avec les ordinateurs. 13 minutes à faire les deux. On est ici en milieu hospitalier, donc on peut imaginer que c'est des moments typiquement liés à la visite médicale. Et puis on se rend compte que ce temps passé à utiliser devant l'ordinateur est dispersé tout au long de la journée, mais avec une utilisation plutôt aussi en fin de journée. Alors évidemment, c'est interpellant, et puis ça confirme des mesures qui ont été faites ailleurs, qui est que effectivement, on a progressivement poussé nos médecins à être de plus en plus devant les ordinateurs et de moins en moins avec les patients. Et ça, c'est pas quelque chose de bénin. Et et nous y reviendrons tout à l'heure quand on va parler de désenchantement de la profession médicale, parce que c'est en tout cas une des raisons qui est fréquemment mentionnée. L'autre chose qui convient de rappeler, c'est que pour pouvoir traiter cette information de manière automatisée, en général, on part du principe qu'il faut la coder, c'est-à-dire qu'il faut structurer cette information.
Alors, vous avez ici un exemple un petit peu provocateur qui compare trois niveaux d'expression de l'information, avec à gauche une image et euh, une image qui vaut des milliers de mots. Je pense que ça s'applique particulièrement bien ici, parce que si on essaie de décrire de manière succincte ce qu'on voit là, on va voir Blanche-Neige empoisonnée, entourée de 7 nains éplorés. Et donc, ce petit texte décrit assez bien l'essentiel de cette image, même si évidemment il omet d'emblée un certain nombre de détails qui pourraient être la forme et le type du cercueil, qui pourraient être les fleurs qui sont amenées par les 7 nains, etc., etc. Mais évidemment, si on essaye de coder cette image ou ce texte avec une terminologie qui est pourtant une des plus expressives qu'on ait à disposition, la CIM10 et en l'occurrence ici sa version GM, ben voilà ce qu'on va trouver dedans. On va trouver effectivement le fait que la patiente, en l'occurrence, est dans le coma, qu'elle a très certainement subi les effets toxiques d'un poison, alors peut-être ici l'arsenic ou un des composés de l'arsenic. On va pouvoir tirer de cette image qu'on est face aussi à des personnes de taille petite dues à une maladie endocrine. Et puis, le fait qu'il soit éploré fait penser à d'autres problèmes en lien avec les proches aidants et en particulier la famille. Mais on ne va pas trouver dans notre terminologie beaucoup plus pour pouvoir décrire de manière spécifique cette image. Et on le voit bien, à force de vouloir rendre l'information traitable par des outils informatiques, on va probablement lui faire perdre des informations qui, elles, sont précieuses pour bien comprendre le contexte et peut-être aussi pour tout ce qu'on décrivait de nécessité de développer de l'empathie et une relation humaine. Alors, les promesses de l'intelligence artificielle en médecine ont été largement discutées jusqu'ici. Pour moi, un des moteurs principaux initiaux, ça a été de pallier les déficiences du cerveau humain, donc cette capacité limitée à traiter l'information, cette mémoire limitée, la fatigabilité aussi, qui est un problème majeur, euh, et puis les biais dans dans l'utilisation des probabilités, etc., etc. On sait que ces outils donnent de très bons résultats. On l'a mentionné en imagerie, que ce soit une imagerie radiologique, en dermatologie, en pathologie, euh, en imagerie du fond d'œil, etc. Et puis de plus en plus aussi dans le domaine de la reconnaissance vocale. On mentionnait l'intelligence artificielle ambiante et donc la capacité de transcrire, mais aussi de traduire. Et c'est quelque chose qui est important, en particulier dans des situations où on a des patients qui ont des difficultés de comprendre la langue dominante, et notamment des patients allophones. Euh, un domaine qui a également été mentionné avec quelques exemples assez parlants, c'est évidemment la capacité d'analyse de masse de données qui va être ou qui est cruciale pour le développement de la médecine de précision. Plus on s'intéresse à des maladies précises, à des maladies qui ont un nombre de patients concernés qui devient a fortiori limité, plus cette capacité d'analyse des données et de capacité d'y retrouver des informations pour ces domaines de précision devient crucial. Et puis cela a aussi été dit, ça permet d'envisager de nouveaux processus de soins, la délégation de tâches, qui est un domaine qui vraisemblablement va être crucial pour renforcer et permettre la durabilité de nos systèmes de soins et de santé. Et puis l'implication renforcée des patients et des proches avec cette capacité de générer de l'information avec une formulation qui est compréhensible par le plus grand nombre et en particulier par les patients et les proches. Alors, je reviens sur le désenchantement parce que c'était quelque chose qui nous préoccupe beaucoup et qui me préoccupe dans ma nouvelle fonction de doyen de la faculté de médecine. On constate, et c'est un phénomène qui est nouveau à ce stade de la carrière, c'est-à-dire que des médecins, peu de temps après la fin de leur formation prégraduée, alors qu'ils sont en formation postgrade ou qu'ils viennent de s'installer, envisagent de quitter la profession. Et là, on est dans des chiffres qui sont impressionnants, hein. On parle ici d'un cinquième des médecins concernés.
Et c'est une étude qui a été faite en 2023 sur des médecins suisses. Donc, je ne sais pas si c'est parfaitement représentatif de ce qui se passe dans d'autres pays, notamment la Belgique. Mais c'est évidemment quelque chose qui nous occupe beaucoup, d'autant que le système de santé suisse ne fonctionne que par sa capacité à attirer des médecins venant de l'étranger parce qu'on a déjà structurellement un déficit de quantité de formation de médecins. On n'en forme pas assez pour les besoins de la population, on n'en forme pas assez non plus pour faire face au départ à la retraite des baby boomers qui commencent maintenant, mais qui va s'accélérer ces 5 à 10 prochaines années. Et puis surtout, on ne forme pas les bons médecins, c'est-à-dire ceux dont on a besoin dans notre système de santé. La plupart des médecins, à la fin de leur formation, vont choisir une spécialisation, alors que, on a besoin de plus en plus de médecins généralistes ou d'internistes généralistes. Notre taux d'internistes généralistes ou de médecins généralistes est de l'ordre de 20%, alors que, d'après ce qu'on peut voir dans d'autres pays où le système de santé semble un peu plus robuste, on devrait être à 40 à 50%. Donc on a un vrai enjeu ici. Enjeu qui est augmenté, et là encore une autre étude qui date d'il y a peu de temps, faite par l'Association suisse des étudiants en médecine, qui nous montre que déjà dès leur stage, donc dès leur formation prégrade, plus d'un tiers des médecins doutent de leur souhait de devenir médecin, alors qu'ils ont passé les principales fourches codines de la sélection qui se fait chez nous, soit avant d'entrer en médecine, mais plus généralement, en tout cas à Genève et à Lausanne, durant la première année de médecine. Et donc, cette enquête qui est menée auprès de 2300 étudiantes et étudiants en médecine montre ce découragement, et ce découragement, quand on essaie d'en comprendre les craintes principales. Alors, il y a probablement un effet générationnel sur l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, qui se manifeste par la réalisation que les conditions de travail, notamment en milieu hospitalier, risquent d'être beaucoup plus contraignantes que ce qui était imaginé, même si ce n'est pas des choses que l'on cache, hein, mais le fait de le vivre pour la première fois pose ces questions. Les charges administratives, et notamment celles liées à l'utilisation de l'ordinateur, sont citées comme une des raisons les plus fréquentes de questionnement des conditions de travail et donc de l'attrait de cette profession. Il y a un sentiment assez large, hein, je dirais, après cette petite pic d'appréciation qui a eu lieu pendant notamment la première phase du Covid. On revient à des sentiments que cette profession est dévalorisée, qu'il y a en tout cas un manque d'appréciation de l'effort qui est fait, notamment par les jeunes médecins. Et puis un manque de feedback, c'est-à-dire que finalement les attentes euh, de ces étudiants en médecine, de ces jeunes médecins, sur le fait qu'on reflète la manière dont ils pratiquent, qu'on la valorise, est trop limitée. Et puis, une chose qui nous alerte, c'est le fait que 40% de ces médecins estiment qu'il y a un impact sur leur santé mentale du fait de ces conditions de travail et de ce peu de valorisation de leurs efforts. Donc on est ici dans un vrai problème qui doit nous faire réfléchir et qui questionne finalement la manière dont on a intégré un certain nombre de tâches dans la pratique quotidienne de ces jeunes médecins, et qui fait que ça les dégoûte. Alors arrive l'IA générative, hein, et elle n'est évidemment pas encore impliquée ou intégrée de manière substantielle dans la pratique de formation clinique ou de la pratique formation post-grade euh, dans l'hôpital, alors qu'on imagine bien, et c'est des choses qui ont déjà été citées tout à l'heure, mais qui me paraissent vraiment importantes, c'est le fait que après avoir passé 30 ans à mettre ces médecins devant l'ordinateur, ce qu'on aimerait, c'est de faire disparaître l'ordinateur, de décharger les médecins de tâches qui sont liées à la compilation d'informations, à la documentation clinique et administrative, qui représente une charge très importante,
mais aussi à faciliter les interactions entre les acteurs de la santé. Une grande partie de la tâche de compilation d'informations, évidemment, elle se fait sur des bonnes, des bonnes raisons qui sont celles de faciliter la communication entre les acteurs au sein même de l'hôpital, mais aussi entre l'hôpital et la médecine ambulatoire, la médecine privée, pour laquelle il y a souvent des hiatus dans la communication d'informations et que ces outils de documentation qui permettraient en tout cas d'accélérer cette documentation, de la pré-mâcher avant qu'elle puisse être validée par le médecin qui doit communiquer cette information, devraient pouvoir être particulièrement utiles. Et puis l'autre aspect qu'on maîtrise de mieux en mieux, c'est le fait d'utiliser ces outils d'IA générative pour générer des documents qui vont être adaptés à la capacité de compréhension, à la littératie des patients, de leurs proches. Et c'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de patients peu éduqués, lorsqu'il s'agit de patients qui ne parlent pas forcément la langue du cru, ou des patients qui sont à des stades de leur développement intellectuel qui est encore précoce, et je pense notamment aux enfants ou aux jeunes adolescents. Et donc, la réflexion qu'on a actuellement, c'est vraiment de se dire, mais comment cette IA générative, avec tous les défauts qu'elle a et qui ont été largement cités, de non-validation, de la pertinence de la génération des textes, les phénomènes d'hallucination dont on ne parle probablement pas assez et qui sont particulièrement importants lorsqu'on est dans des domaines qui sont aux limites de là où ces intelligences artificielles ont été entraînées, les biais qui découlent des données disponibles, on l'a dit, et qui ne font qu'augmenter un certain nombre de préjugés et de biais. Comment ces IA génératifs peuvent être utilisés? Et je cite volontiers un livre d'un penseur que je trouve très pertinent dans ce domaine, un cardiologiste interventionnel, mais qui, depuis une dizaine d'années, est devenu une des voix qui porte sur les enjeux de la santé numérique, et qui a écrit ce bouquin en 2019, donc 3 ans avant l'apparition de ChatGPT, et donc la démocratisation des intelligences artificielles génératives. Et je trouve son titre intéressant. On parle ici de médecine profonde à l'opposition d'une médecine très superficielle, qui est celle qu'on voit de plus en plus pratiquée. Alors bien sûr, on cite ici l'exemple américain, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a quand même passablement d'analogies entre la manière dont cette médecine caricaturée dans le livre est pratiquée aux États-Unis et puis la manière dont on la pratique malgré toutes les précautions qu'on aimerait pouvoir prendre dans notre pratique, en tout cas en Suisse, Suisse romande en particulier, que je connais mieux. Mais ce qui est intéressant ici, c'est le sous-titre, et c'est vraiment quelque chose auquel je crois qu'il faut qu'on s'intéresse, c'est-à-dire au potentiel de ces intelligences artificielles de rendre la médecine de nouveau humaine, hein. Et je pense que il y a là quelque chose d'un peu provocateur, mais je pense, en tout cas, les efforts que nous menons actuellement, notamment aux hôpitaux universitaires de Genève, vont dans ce sens-là, c'est-à-dire de reconnaître qu'on a d'une manière déshumanisée, avec certitude désenchantée, la profession médicale, et pas uniquement médicale, hein, là je parle de toute la profession médico-soignante, et qu'il y a un gros travail à faire. C'est un travail qu'on a commencé il y a maintenant 8 ans dans les équipes de soins infirmiers, les unités de soins des hôpitaux universitaires de Genève, avec un programme ambitieux qui s'appelle Plus de temps pour les patients. Et on a montré comment, avec des démarches incitatives, des démarches qui aident à l'émergence d'une certaine créativité des équipes médico-soignantes, on peut repenser nos processus pour leur donner plus de temps et, on l'espère, plus d'humanité dans la production de soins. Mais force est de constater que c'est un projet qui a très très bien marché avec les professions soignantes, hein, les infirmiers, les physiothérapeutes, les aides-soignants et finalement tout le personnel d'unité de soins, mais qui finalement a eu un impact absolument minime sur le temps à disposition pour les médecins, même s'il y a eu quelques effets de bord positifs. Et donc, il y a un vrai travail, et ce travail, on espère pouvoir l'aborder avec l'intelligence artificielle générative
Et je ne fais que reformuler ici ce qui a déjà été dit. On est capable aujourd'hui d'enregistrer une conversation lors d'une consultation clinique et d'obtenir immédiatement le résumé du cas, le résumé de la discussion sous forme textuelle, condensée et, à mon sens, assez appropriée. On peut imaginer des entretiens avec un chatbot et même si ça pose un certain nombre de questions, il y a des études qui montrent que dans certains domaines, les patients se confier plus facilement à une intelligence artificielle qu'à leur médecin. Ça a été notamment démontré dans des situations, par exemple, de consultation en vénéréologie, où il est plus facile d'avoir une anamnèse détaillée en faisant interagir un patient avec un chatbot que l'interaction avec le médecin. Ça ne pose pas forcément la question de l'empathie, mais des représentations, et je pense que c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Et puis un domaine qui devrait avoir un impact majeur, on a encore peu d'expérience, mais on y travaille actuellement, c'est la capacité de reprendre tous les éléments d'un dossier médical et de le résumer, non seulement les données structurées, ça c'est quelque chose qu'on sait faire depuis un moment, mais évidemment toutes les données non structurées qui représentent probablement 80 à 90% de la richesse d'un dossier médical, c'est-à-dire les rapports, les notes de suite, les différents documents qui ont été échangés entre les parties prenantes et qui peuvent être résumés. Alors, il y a l'idée d'en faire une sorte de résumé utile pour une consultation, par exemple, ou pour l'admission du patient. Mais il y a aussi, et je pense que ça va être un des domaines de grande croissance, la capacité d'avoir des outils interactifs, conversationnels, qui vont permettre d'interroger le dossier du patient sous différents axes, et poser des questions spécifiques et avoir des réponses qui évitent de devoir compiler ou rechercher de l'information. Et je pense que là, ça va être un des domaines qui va montrer à quel point probablement la partie structurée de nos dossiers est limitée en capacité d'information, notamment d'informations qui étaient inattendues et qui, à ce titre, ne se retrouvent que dans du texte non structuré. Une fois qu'on a ces choses-là et qu'on est dans une logique interactive avec l'intelligence artificielle générative, on peut assez facilement demander son avis à cette intelligence et lui demander quelles seraient les informations supplémentaires à collecter pour résoudre un diagnostic différentiel, quels seraient les examens à faire pour affirmer un diagnostic et puis quels seraient les traitements ou les attitudes à avoir pour ce patient. C'est des choses qu'on peut facilement tester avec des outils même moi, je l'ai fait à l'époque de ChatGPT 3.5, qui était le premier qui est sorti en novembre 2022. Et on a, même avec ces outils-là, des informations qui sont très intéressantes. Bien sûr, ils ont été entraînés avec on ne sait pas trop quoi, et ce qui ressort parfois reflète des modes de pensée ou des traditions médicales qui ne sont pas les nôtres, et donc se pose la question de leur adaptation à nos bonnes pratiques, de leur adaptation aux données probantes que l'on aimerait voir utilisées pour ces démarches diagnostiques ou de choix thérapeutiques. Et puis une fois que tout ça est documenté, il y a évidemment, et c'est là qu'on pense avoir les premiers bénéfices en termes de temps gagné pour nos médecins, c'est la génération de la note d'admission, c'est la préparation de la lettre de sortie, qui sont, comme vous le savez, des exercices imposés nécessaires pour la continuité de la prise en charge des patients, mais qui sont souvent quelque chose d'assez fastidieux et qui prend du temps. Et je pense qu'en tout cas, quand on demande à nos médecins assistants, euh, là où on pourrait leur proposer des gains de temps, ça passe en fait par cette capacité de générer d'autres documents qui vont résumer euh, l'information disponible. Ça peut être le résumé pour le patient, quelque chose qu'on fait encore assez peu, mais qui est très demandé. On le fait par exemple aux urgences, et c'est quelque chose qui pourrait être automatisé et notamment adapté au niveau de compréhension et au niveau de compétences linguistiques des patients. Ça peut être tous les documents de référence vers un spécialiste, que ce soit en interne au sein de l'hôpital, mais de plus en plus aussi dans le réseau de soins. Tous les documents administratifs pour lesquels les médecins ont une valeur ajoutée très minime, mais qu'ils doivent quand même signer. Alors autant les générer pour eux et leur demander de les valider pour que ça puisse être ensuite utilisé pour tous les processus administratifs. Là, on parle des assureurs, mais il y en a bien d'autres.
Le codage qui mobilise des ressources importantes et qu'on peut pré-coder en tout cas ou augmenter d'informations qui ne seraient pas forcément évidentes dans les documents qui sont habituellement utilisés pour le codage médical. À Genève, on utilise des équipes de codeurs professionnels. Je ne connais pas la situation en Belgique, mais évidemment, le fait de bien coder et de coder complètement a un impact non seulement sur la qualité des informations qui seront ensuite utilisées à des fins statistiques, et ça a un impact direct sur les questions de remboursement par les assurances. Et donc là, il y a un intérêt évident pour ces produits dérivés, je dirais, de la gestion de l'information par ces IA génératives. Et puis toute la coordination, par exemple avec les soins à domicile, mais avec tout le réseau de soins, pour s'assurer que les bonnes informations pertinentes sont à disposition pour préparer la sortie, pour préparer l'encadrement au domicile, pour éviter des réhospitalisations. Voilà les choses sur lesquelles on travaille très, très concrètement aujourd'hui aux hôpitaux universitaires de Genève pour essayer de maîtriser cette intelligence artificielle générative et capitaliser sur le fait qu'on a effectivement des dossiers patients intégrés, informatisés depuis maintenant des décennies et donc une richesse d'informations dont on espère pouvoir les utiliser à bon escient avec tous les enjeux qui sont celles de la protection de la sphère privée, des patients qui sont concernés et puis le fait qu'on ne dispose pas encore aujourd'hui d'outils extrêmement performants et qui soient souverains, c'est-à-dire dont on sache que les données ne vont pas quitter au moins le périmètre soit de l'hôpital, soit de la Suisse, mais probablement pas au-delà pour des questions d'acceptabilité sociétale. Et pour l'instant, évidemment, on décourage très largement, même si on sait qu'ils le font quand même, nos médecins d'utiliser ChatGPT, sachant que les informations partent ensuite en Californie, où elles sont soumises à des réglementations qui ne nous conviennent pas. Et donc, il y a là tout un travail de conviction et qui commence à arriver, je dirais, au niveau de notre gouvernement, de la nécessité de mettre en place des infrastructures souveraines. On dispose depuis quelques mois d'un super ordinateur qui s'appelle ALPS, je pense en référence à nos montagnes, qui contient 10 000 GPU et qui est exploité par le monde universitaire. C'est le Centre suisse de supercalcul et donc, en tout cas, 10 000 heures de supercalcul vont être dédiées à la création de modèles dans le domaine de la santé, donc de modèles de référence hein, qui vont pouvoir être utilisés ensuite de manière ouverte, en tout cas au niveau suisse et j'espère au-delà de nos frontières, mais qui auront l'avantage de pouvoir être considérés comme souverains aussi en termes de protection des données. J'aimerais rappeler aussi le fait qu'on a maintenant passé le croisement de ces courbes hein, entre la capacité humaine de comprendre et de réguler ces technologies et la progression exponentielle, comme elle a été montrée dans certains cas de ces technologies, avec la numérisation galopante, avec la convergence des données qui permet évidemment toutes sortes de recoupements extrêmement intéressants, mais problématiques en termes de protection de la sphère privée, et puis cette intelligence artificielle qui progresse, comme on l'a vu, de manière exponentielle. Il faut qu'on accepte qu'on sera toujours en retard d'une guerre, mais ça ne veut pas dire que pour ça, il faut accepter n'importe quoi. Je pense que l'Europe montre le chemin d'une régulation qui nous convient en termes de société. Pour la Suisse, qui a un jeu un peu compliqué avec ses voisins européens, là, on peut le dire que les normes européennes vont être utilisées, vont être acceptées autant que possible. Ça a été le cas pour la RGPD, ça va être le cas pour les autres initiatives et réglementaires dans le domaine de l'intelligence artificielle. Mais voilà, il faut se rappeler qu'il y a ce hiatus, que on est condamné à être de plus en plus en retard avec les progrès technologiques, mais que quand il s'agit de protéger euh, nos patients, nos professionnels et notre modèle de société, c'est des choses sur lesquelles bah, typiquement et les académies et le monde académique en général doit jouer un rôle majeur un, un rôle qui dépasse largement d'ailleurs le domaine de la médecine et c'est de plus en plus important et je le vis au sein d'une université polyvalente de pouvoir accéder à toutes sortes d'expertises qui ne sont pas les nôtres habituellement. Les humanités ont de plus en plus un rôle phare dans ce domaine, humanité numérique, mais humanité en général le droit, la science, enfin, toutes les autres disciplines doivent pouvoir être mobilisées pour qu'on maîtrise cet enjeu. Et avec ça, je crois que j'ai fait un
tour qui est un petit peu complémentaire à ce qui a déjà été brillamment dit par mes deux préopinants. Et je suis bien sûr à votre disposition pour les questions. Grand merci. Il y a des questions dans la salle. Oui, je me permets d'intervenir encore une fois. Merci, Dr Gainsbuller, pour cette magnifique présentation. J'ai été interpellé par... ça m'a vraiment interpellé quand vous dites que les nouveaux outils d'intelligence artificielle qui ont été effectivement produits pour la plupart outre-Atlantique rencontrent quelques difficultés lorsqu'on les implémente du côté européen. Moi, j'ai connu ça dans les années 80, donc ça fait maintenant presque 40 ans, avec les logiciels qui avaient été créés aux États-Unis, les fameux logiciels de dossiers hospitaliers, et qu'on a rarement réussi à installer ici en Europe. Ça, c'était mon premier point. Le deuxième chose, c'est une question un peu plus personnelle. Le professeur Jean-Raoul Scherrer, qui était votre maître, je suppose, pour moi, était probablement le plus grand informaticien en médecine en Europe, et voire dans le monde. Il a toujours été un peu porté sur le traitement du langage naturel, contrairement, je dirais, à la plupart des travaux comme les informaticiens hollandais, par exemple, ou allemands, qui travaillent davantage, je dirais, sur le dossier médical plus structuré. Donc, la question que je vais vous poser est la suivante. Dans quelle mesure les travaux du docteur Scherrer ont-ils impacté vos politiques actuelles en matière d'intelligence artificielle? Merci. Merci pour ces excellentes questions. Alors d'abord, pour revenir sur la difficulté d'implémenter des outils conçus outre-Atlantique dans un paysage d'abord d'une culture qui est assez fondamentalement différente. J'ai passé 5 ans dans le sud des États-Unis, dans le Tennessee, à Vanderbilt University, et je peux attester que derrière cette idée que finalement nous sommes tous des Occidentaux et donc nous partageons un certain nombre de valeurs. Alors bien sûr, certaines valeurs sont tout à fait partagées, mais la manière de les mettre en œuvre et parfois ce qui sous-tend des fondamentaux de la société sont très différents. Et ça se reflète forcément dans les systèmes qu'on met en place, que ce soit les systèmes de gestion hospitalière, dont vous dites à raison qu'ils ont été pour la plupart assez difficiles à mettre en œuvre, même si on voit maintenant, en tout cas, un système dominant arriver en masse en Suisse, et cela nous inquiète parce que c'est des systèmes qui formatent finalement les systèmes de soins plutôt qu'ils ne s'y adaptent, et ça, c'est quelque chose qui est problématique. Mais donc il y a effectivement des déterminants culturels qui sont intégrés dans ces outils, et on le voit très très bien dans les outils d'intelligence artificielle qui sortent de la Silicon Valley qui représente une vue extrêmement techno-optimiste d'une minorité principalement constituée de jeunes mâles blancs qui ont une vision du monde qui n'est pas forcément celle du reste de la société. Donc je crois qu'il faut qu'on y soit extrêmement attentif. Pour la deuxième partie de votre question, qui fait honneur au professeur Jean-Raoul Scherrer, qui a effectivement été une de mes inspirations et un de mes mentors, et à qui je rends hommage à cette occasion. Il a effectivement lancé une ligne de recherche qui reste encore très active, et dont le professeur Christian Lovis, qui a été mon alter ego pendant, et qui est toujours d'ailleurs mon alter ego depuis une vingtaine d'années, est un des porteurs. Et c'est vrai que quand on a conçu ensemble le système d'information clinique des hôpitaux universitaires de Genève, puis c'était ma mission quand j'ai pris la succession du professeur Jean-Raoul Scherrer, qui avait créé la base du système d'information hospitalier, mais qui avait finalement à ce stade encore assez peu développé le système d'information clinique. On a été très attentif à la capacité, à maintenir la capacité du système de documenter des informations qui nous surprendraient et qui, par là même, ne pourraient pas être codées, puisqu'on code en général ce qu'on pense être utile de coder. Et donc, garder cette capacité d'être surpris, d'apprendre et de découvrir des choses qui sont inattendues, qui est quand même, si on y réfléchit bien, à la base de notre démarche scientifique, cette capacité d'émerveillement et de surprise. C'est d'ailleurs ça aussi qui a
motivé un certain nombre de nos partenaires américains, et en particulier la Mayo Clinic, de revenir sur l'importance du traitement du langage naturel et surtout de la saisie d'une information avec une expressivité que ne permet pas le codage structuré. Et donc, on vit dans ce monde un petit peu à deux vitesses. Et c'est vrai qu'on on a eu beaucoup de peine à concilier ces deux mondes. Et je suis de ceux qui pensent que l'IA générative, une fois maîtrisée, va nous aider à concilier ces deux mondes. C'est-à-dire qu'on va retrouver la capacité d'exploiter complètement l'information sous forme naturelle et avec toute sa richesse et le bruit qu'elle contient. Donc, la difficulté de l'exploiter habituellement avec les outils qu'on a développés ces dernières décennies. Donc, je suis très optimiste que ces outils d'intelligence artificielle qui donnent l'illusion qu'ils comprennent les textes, mais qui, en fait, arrivent à générer des produits dérivés particulièrement utiles dans le traitement de l'information pour la pratique des soins et de la santé, vont jouer un rôle qui va redonner ces lettres de noblesse, je dirais, au langage humain. Encore, Madame Mondeni, vous avez une question? Merci beaucoup, professeur, pour ce brillant exposé. Je voulais simplement souligner l'importance aussi de la confidentialité. Vous l'avez souligné par rapport à la confidentialité des données des patients. Et en effet, il est vraiment primordial, je pense, de bien sensibiliser dans toutes les formations qu'on donne aux médecins. Donc on a entendu qu'il y en avait des nouvelles dans nos sociétés, dans nos facultés francophones. L'importance de se dire qu'il faut utiliser des systèmes fermés, donc un peu comme le vôtre, que vous nourrissez avec vos données, mais non pas des systèmes ouverts qui partent en effet dans le cloud, mais comme l'ont dit aussi d'autres collègues, on ne sait pas très bien où et donc on ne sait pas très bien comment c'est fait. Et donc il est important aussi d'investir dans des systèmes comme ça pour pouvoir décharger, comme vous l'avez fait dans votre hôpital, les médecins de tâches administratives et générer finalement des rapports, et c'était le but de votre expérience. Voilà, donc simplement ce côté pour pouvoir avoir l'adhérence en même temps et la confiance des patients et aussi finalement celle de des soignants, de garder la boucle de confiance. Oui, tout à fait. Je pense qu'un des enjeux essentiels, c'est la formation des professionnels, puisqu'on peut difficilement contrôler tout ce qu'ils vont faire avec les outils qu'ils ont à disposition. On peut mettre des barrières, mais elles ont leurs limites, et puis parfois elles sont même presque incitatives à des comportements qui ne sont pas ceux qu'on désire voir se produire. Donc ces enjeux de formation à l'éthique, formation aussi à la compréhension de ce que c'est que la confidentialité, ce que c'est que le codage des données, ce que c'est que l'anonymisation, pour autant qu'elle soit encore possible. Et ça va être important, et c'est des choses qu'on intègre évidemment dans nos formations prégraduées, mais surtout dans la sensibilisation et la formation post-graduée. C'est d'autant plus important que, et ça a été évoqué, les principaux utilisateurs de ces outils de plus en plus vont être ceux qui travaillent en première ligne. Et je ne parle pas uniquement des médecins de premier recours, dont j'ai dit à quel point on en manquait en Suisse et à quel point ils vont faire l'objet de toute notre attention pour essayer de développer. On vient de créer une filière spéciale au sein de la formation médicale, une mention en médecine de premier recours. Et les deux choses qu'on va faire, c'est d'une part les exposer plus à la pratique en cabinet médical, et l'autre aspect, c'est les exposer beaucoup plus que les autres étudiants d'ailleurs aux outils numériques, parce qu'ils vont être les principaux exposés à ces outils, soit directement dans leur pratique, et on a vu l'intérêt potentiel de la délégation de tâches et du fait qu'on augmente les capacités des acteurs de première ligne, que ce soit les médecins, mais ça peut être aussi les pharmaciens, ça peut être les infirmières à domicile, etc. Mais ils vont surtout être confrontés au fait que les patients viennent avec ces outils et qu'il va falloir maintenir une relation de confiance, une relation thérapeutique, alors qu'il y a un ménage à trois avec cette intelligence artificielle qui s'immisce finalement dans cette relation. Et donc ça, c'est des choses extrêmement importantes. Et bien sûr, la confidentialité des données, la responsabilité, la redevabilité par rapport à
à la protection de la sphère privée des patients est quelque chose qui est extrêmement important à enseigner. Mais ça fait partie pour moi de tout un tout qui est comment est-ce qu'on s'assure que nous formons des professionnels de la santé responsables à l'ère de l'IA, des géants du numérique et du numérique en général. Et ça va nécessiter des évolutions significatives dans notre curriculum, mais on se pose encore la question, et la réponse je ne l'ai pas encore, de savoir comment développer notamment une certaine forme de pensée computationnelle chez nos étudiants. On espère que c'est des choses qui devraient être faites bien avant l'entrée à l'université, mais ce n'est pas encore le cas dans notre système de formation en Suisse, parce que je pense qu'on ne peut plus être un professionnel responsable à l'ère du numérique et de l'IA si on n'a pas un minimum de compréhension de ces enjeux-là, une compréhension qui n'est pas juste des connaissances, mais une certaine expérience aussi dans le domaine. Une question dans la salle avant la question du secrétaire perpétuel. Oui, bonjour. Je suis le professeur Roy, professeur de médecine nucléaire, ULB. Juste, je voulais poser une question, justement, rebondir un petit peu sur la confiance qu'ont les médecins dans ces techniques, dans le deep learning, qui quand même sont des systèmes maintenant de plus en plus complexes, voire même opaques, parce qu'on ne déchiffre pas tout derrière. Plus il y a de couches, plus c'est complexe. Il y a quand même, il faut bien s'imaginer que c'est toujours des transformations de vecteurs dans des espaces latents qui sont extrêmes, qui ne sont pas gérés par l'homme. Et donc, tout ça, comment est-ce qu'on pourrait avoir confiance en tant que clinicien, en tant que médecin, parce que toutes ces données, tous ces résultats qui vont finalement être intégrés dans un diagnostic médical ou bien dans une aide à la décision pour une décision médicale concernant un patient, comment est-ce qu'on va avoir confiance en ces systèmes-là pour intégrer dans la pratique médicale, alors que ça reste une black box, ça reste extrêmement complexe et opaque. Quand on pense qu'on réussit à être extrêmement rigoureux envers des études cliniques, comme parlait tout à l'heure notre confrère, sur les RCT, les Randomized Clinical Trials, on regarde en tant que viewer de façon extrêmement rigoureuse la méthodologie, et on est extrêmement critique pour savoir si l'étude a été bien menée. Et là, on est face à des systèmes où on n'est pas du tout dans une méthodologie où on peut vraiment contrôler. Il y a énormément de facteurs. Quand on pense à ChatGPT 3.5, 175 milliards de paramètres, ChatGPT 4, on compte à peu près 1000 milliards de paramètres, ce qui est énorme. Un clinicien, il peut gérer à peu près 20 paramètres en même temps, la CRP, les tests de méthodologie. On pense à peu près 20 paramètres en même temps, mais après 20 paramètres, ça commence à être difficile. Et là, c'est 175 milliards de paramètres, donc c'est ingérable. Et comment est-ce qu'on va avoir cette confiance finalement? Alors, je laisse répondre, mais c'est peut-être, est-ce que l'explainable AI va nous donner des cadres avec les Silence Map, l'ordinateur va nous donner les informations importantes dans l'image, par exemple, ou dans les données d'entrée, qui vont contribuer au maximum au modèle qui a été généré et donc au résultat. Donc ça va peut-être nous permettre de donner des éléments d'explication. Et est-ce que l'explainable AI et la validation, processus de validation vont nous aider vraiment et vont aboutir finalement à cette confiance? Sans cette confiance, on ne va pas adhérer, et avec cette confiance, on va adhérer. Merci. Merci pour la question et les éléments de réponse. Donc, je vous suis totalement. Je pense qu'au niveau de la confiance, qui est évidemment un des enjeux majeurs dans toute relation, mais en particulier dans la relation thérapeutique, c'est un enjeu très fort. Je pense qu'il y a différents enjeux. Il y a de la confiance, il y a la confiance au niveau de la société. C'est-à-dire, est-ce qu'on met un cadre sociétal qui est suffisant pour créer la confiance? Et là, on a des questions qui sont autour notamment de la souveraineté, de s'assurer que les acteurs qui vont gérer ces données et ces intelligences artificielles ont une légitimité et idéalement, et ce n'est pas toujours facile à assurer, une bienveillance. On l'a vu dans d'autres domaines pour nous, alors que nous déployons le dossier électronique du patient, l'affaire Snowden, qui a montré le peu de bienveillance que pouvaient avoir certains aspects du gouvernement américain vers leurs propres citoyens, a fait douter finalement nos citoyens sur la bienveillance de notre État envers eux. Et donc ça, c'est un premier élément de confiance, et là, c'est tout un travail de société qui est nécessaire. Ensuite, il y a des enjeux de certification et je pense qu'on les sous-estime et qui vont devenir assez centraux.
de s'assurer que les systèmes qu'on rend disponibles, utilisés, comme c'est le cas pour les médicaments, comme c'est le cas pour un certain nombre d'outils diagnostiques, ont subi un processus de certification, encore à définir pour certaines intelligences artificielles, qui ont déjà été, par contre, très bien développées pour d'autres qui sont déjà utilisées largement. Ensuite, toujours pour la confiance, vous parliez de l'explicabilité. Je pense que, je ne sais pas si ce terme est du bon français, mais il dit ce qu'il veut dire, c'est-à-dire cette capacité qu'ont ces systèmes d'expliquer leur raisonnement. Alors, les premiers systèmes qui datent des années 60-70 étaient basés, par exemple, sur des chaînages de règles. Et donc là, c'est facile de rembobiner le raisonnement final et de montrer quelles sont les règles qui ont été activées. On devrait pouvoir faire la même chose, même si, évidemment, fondamentalement, ces systèmes de réseaux de neurones paraissent être une boîte noire. On commence à mieux les comprendre et à pouvoir déterminer effectivement quelles ont été les informations qui ont été discriminantes dans l'utilisation, voire même comment est-ce que ces informations sont propagées dans les différentes couches des réseaux de neurones. Ça va être compliqué et je pense que ça va rester un obstacle important. J'aimerais juste rappeler que probablement que notre fonctionnement en tant qu'humain est pas très éloigné de ce qu'on connaît aujourd'hui des réseaux de neurones, c'est-à-dire qu'on arrive volontiers à des conclusions rapidement, sans forcément avoir fait toute une démarche explicative ou hypothétique ou déductive. Les cognitivistes nous disent qu'effectivement, il y a toute une partie assez infraconsciente qui consiste à arriver à des conclusions et ensuite on a des mécanismes explicatifs qui se surajoutent, en particulier lorsqu'on demande de se justifier de pour quelle raison on a pris une décision. Les confrontations pathocliniques, par exemple, sont un très bon exemple de la mise en œuvre de ces mécanismes. Et puis le quatrième élément apte à donner de la confiance, c'est ce que vous disiez, je crois que le professeur Brigandi le disait aussi, c'est notre rôle en tant que chercheurs et scientifiques de démontrer la valeur de ces outils. Alors, bien sûr, on peut le faire avec des essais randomisés contrôlés. On l'a dit, ils ne permettent de valider que ceux qui étaient éligibles pour cette étude. Et on sait qu'on a de là même aussi un certain nombre de biais. Donc, il va falloir réfléchir à d'autres mécanismes de validation, d'autres mécanismes qui tiennent aussi compte de toute la dimension d'implémentation, qui n'est pas forcément ce que les études randomisées contrôlées nous permettent de mesurer. Donc, toutes les sciences de l'évaluation et de l'implémentation, qui sont pour nous une des grandes frontières sur laquelle il y a encore à défricher et à mettre en œuvre, vont être particulièrement challengées par tout ce qui est numérique et en particulier l'intelligence artificielle. Et je pense que si on veut créer des systèmes qui créent la confiance, il faut que cette dimension soit prise en compte de manière très, très visible. Juste pour terminer une réflexion, c'est pas une question, merci beaucoup pour votre exposé, c'était de se dire que finalement tous ces outils sont des manières de mieux gérer le temps, en principe, de redonner du temps à l'humain, puisque c'est ça qui est important, et je pense qu'une certaine forme de désenchantement dans nos hôpitaux, mais un peu partout, n'est pas dû au fait qu'on s'émerveille de tous les moyens qu'on a à notre disposition, mais justement d'avoir du temps pour l'humain. Et je pense que très souvent dans notre profession, Paul Valéry disait, l'homme devra s'ajouter ses propres découvertes, et c'est pas si facile que ça. Mais c'est vrai que quand on est dans un hôpital, au début de sa vie hospitalière, on s'identifie à des gens, on dit ça, cette personne-là est hyper compétente, c'est magnifique, elle est aussi extrêmement humaine, et c'est merveilleux. Et c'est de ces deux éléments-là que se construisent les bons cliniciens. L'enseignement, disait Michi, c'est une amitié. Et je crois que c'est vraiment important d'avoir une réflexion sur l'enseignement de la médecine dans nos hôpitaux, ce qu'on va faire l'an prochain. Ça, je veux aussi vous dire, on va faire en 2025 une grande journée sur l'enseignement de la médecine. Et cette journée-là, fondamentale à mon sens, passe aussi à une gestion du temps. Une gestion du temps dans les hôpitaux est une gestion individuelle de chacun et une gestion collective. Les bons chefs de service, les bons hôpitaux, ce sont ceux qui gèrent le temps collectif avec convivialité, humanité et compétence. Et ce n'est pas toujours donné. Voilà, merci.
Merci beaucoup pour cette réflexion qui résonne tout à fait sur les enjeux qui nous intéressent et notamment les questions liées au compagnonnage, liées à la capacité de mentorat qu'on a perdu un petit peu dans nos études qui sont devenues extrêmement mécaniques. Et il y a une demande et une attente non seulement des étudiants mais aussi des enseignants que de retrouver cette dimension humaine, une dimension de la transmission, non seulement des connaissances, non seulement des compétences, non seulement des soft skills, mais aussi de la passion et de ce qui fait briller les yeux dans le métier. Et je pense que c'est une des voies principales qu'on doit utiliser pour réenchanter notre magnifique métier. Un tout grand merci. Merci aux trois orateurs. Merci à Philippe Paul d'avoir organisé ce symposium.